Chers élèves, bonjour et bienvenue pour ce nouvel audio cours. Le dernier pour clore le chapitre de géographie du thème 2. Ensuite, on va se faire dans la foulée les thèmes 3 et 4 d'histoire pour essayer de finir le programme d'histoire. Enfin, on va finir le programme d'histoire, il n'y a pas de problème. Puis on refera de la géo un petit peu plus tard, d'ici le 4 juillet. On devra avoir le temps, n'est-ce pas? Le conseil de classe, lui, est programmé, susceptible de modification, on verra ça. On a des instructions qui sont en train de nous tomber de la part des modalités d'orientation, donc dès que j'en sais plus, eh bien évidemment, je vous tiendrai au courant. Les choses ont un petit peu changé entre les vacances et aujourd'hui, je vous avais dit que c'était susceptible de changer. Ça, je suis prévoyant peut-être, ou peut-être que je finis par être habitué à cette situation. Donc finalement, vous rentrez pas le 25 mai. Voilà. On verra fin mai si vous rentrez en juin. Voilà. C'est un petit peu loin, donc on a un mois pour voir. C'est-à-dire que on est parti pour encore 4 semaines d'audio cours. À 3 heures par semaine, moins 2 vendredi. Ça nous fait 6... 7, 8, 9, 10 heures de cours, 10 cours. On devrait avancer pas mal. Bon, alors on attaque. On attaque le cours d'aujourd'hui. Grand B, gérer les inégalités et les disparités. Voilà, ça c'est notre cours qui a un objectif, une problématique. La problématique, je vous la donne. Quelles politiques nationales et européennes sont entreprises pour remédier aux disparités et inégalités du territoire français? On va tout découper en 3 sous-parties pour changer. Et on attaque par la première, entre croissance et inégalité. On commence avec une diapositive, la diapo numéro 1. Cette diapositive numéro 1, c'est aussi le document 1 de votre fiche. Qu'est-ce qu'on voit? On voit les créations d'entreprises pour 100 000 habitants de la France métropolitaine. Et on constate quoi? On constate que tous les départements ne sont pas égaux en termes de création d'entreprises. Il y a des départements dans lesquels on crée plus d'entreprises que d'autres. Je vous rappelle que ce chiffre, il est relatif dans le sens où on le ramène à 10 000 habitants. Et donc on constate quoi? On constate que l'Alsace, la région parisienne, le sud de la France et le sud-ouest sont des régions plus dynamiques en termes de création d'entreprises. Alors attention, ici ce sont toutes les entreprises, pas forcément des usines. L'artisanat est compris comme une usine, une PME, une petite entreprise, les moyennes entreprises sont comprises, bien sûr, dans ces données. L'auto-entrepreneuriat aussi. On ajoute une deuxième diapositive, et cette diapositive, elle revient sur les métropoles et le dynamisme. C'est-à-dire que là, on change d'échelle, on n'est plus à l'échelle du département, on s'intéresse à l'échelle des localités et des métropoles, et on se rend compte que quoi? Qu'à nouveau, on a des métropoles qui sont dynamiques, mais elles ne sont pas toutes autant dynamiques. Bon, tout ça nous permet de retenir quoi finalement? De retenir d'abord que les territoires au pluriel, ils attirent des investisseurs et des investissements. Les investisseurs font des investissements. La conséquence, c'est qu'on a des dynamismes économiques qui sont différents. Et ils sont souvent en lien avec l'attraction de la population. C'est-à-dire qu'un territoire dynamique est plus attractif qu'un territoire qui, lui, ne l'est pas. Je pense que là, je ne vous surprends pas. On parle de territoire au pluriel. Les plus attractifs, ce sont les métropoles. Mais avec des nuances. C'est ce que nous a permis d'observer la diapositive numéro 2. S'il y a besoin d'y revenir. En fait, dans les métropoles, on a une concentration. On a une concentration des services supérieurs. Et puis, on a une concentration également des plus hauts salaires. Et quand les salaires sont hauts, ça attire les gens. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où on peut gagner le plus d'argent.
À ces territoires que sont les métropoles, il faut ajouter les littoraux de l'ouest et du sud, qui eux aussi sont attractifs. Et puis il faut ajouter les Alpes. Les Alpes sont un territoire attractif. Et tout particulièrement les Alpes du sud en termes de création d'emplois. Alors pourquoi ? Les littoraux, ils sont attractifs notamment vis-à-vis des retraités. Il ne faut pas les oublier non plus. Ils ne sont pas à inclure ici. Quoique, dans la création d'entreprises, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas les retraités qui créent une activité, mais les retraités consomment des services. Ils vont au tout début de leur retraite parfois acheter une maison, la retaper, ou la faire retaper. Donc il y a toute l'économie liée à l'activité résidentielle qui va se développer. Et donc il y a des plombiers, il y a des couvreurs, il y a plein de métiers liés à ces activités d'entretien, de travaux dans les maisons qui vont se développer. Et puis ils ont besoin d'aide à la personne aussi, on y reviendra. Et qu'est-ce qui les attire, ces retraités, comme de nombreux actifs ? Eh bien, c'est aussi les conditions de vie. On pourrait les résumer dans ce que les géographes appellent les 3 S. En fait, les 3 S, c'est le soleil d'abord, le sable et puis le ski. Les Alpes attirent aussi de nombreux actifs qui veulent vivre près de la montagne pour pouvoir faire du ski pendant l'hiver. Alors justement, allons à la montagne au travers de 3 diapositives. Là, on s'intéresse aux diapositives 3, 4 et 5. Et ces diapositives, elles nous conduisent à Grenoble. D'abord, on a une carte sur le prix du foncier à Grenoble. Et, sans surprise parce que depuis le temps que je vous le dis, c'est bien ancré, on se rend compte que tous les terrains ne valent pas le même prix dans la ville de Grenoble. Donc il y a des inégalités de foncier, ce qui fait qu'il y a les gens qui ont de l'argent préfèrent habiter à certains endroits plutôt qu'à d'autres. Ou quand le foncier diminue, quand le prix du mètre carré diminue, c'est que le territoire il est moins attractif, il y a moins de gens qui veulent y venir. C'est l'offre et la demande. C'est comme le prix des masques finalement. Plein de gens veulent un masque alors qu'avant personne n'aurait acheté un masque en France du moins, ou sauf quelqu'un qui a la grippe et qui pense à son prochain. Et là, comme tout le monde en veut, c'est l'offre et la demande. Le prix des masques, il augmente. Et pour le foncier, c'est pareil. Quand les gens veulent tous habiter à un endroit, le prix du terrain, le prix des maisons, comme le prix des loyers, il augmente. Et puis si personne veut habiter dans un quartier, le prix va diminuer parce que les gens qui veulent louer ou qui veulent vendre vont être obligés de baisser leur prix pour attirer des acheteurs. Ça marche ? Donc, il y a des différences de dynamisme à l'échelle de la ville. La deuxième diapositive, elle nous amène à étudier, à voir qu'il existe des technopoles dans la ville de Grenoble. Donc il y a des quartiers qui sont plus innovateurs, des lieux de la métropole qui sont plus innovants que d'autres et qui vont attirer des entreprises, des entrepreneurs, notamment dans les hautes technologies. Et puis enfin, la dernière de ces 3 diapositives ici, elle revient sur la précarité à l'intérieur de Grenoble. Et on se rend compte que la situation de précarité, elle n'est pas partout la même. Donc, au travers du cas de Grenoble, on peut aller un petit peu plus loin dans notre analyse sur ce qui est entre la croissance et les inégalités. Bon, on peut noter qu'il y a les différences de dynamisme. Elles entraînent un accroissement des inégalités. En fait, à partir du moment où il y a des endroits où les gens ne veulent pas vivre et des endroits où les gens veulent vivre, eh bien, on va avoir une sorte de ségrégation qui va s'opérer, qui fait que les gens riches ou qui ont les moyens vont plutôt vouloir habiter dans d'autres quartiers, puis ceux qui n'ont pas les moyens, ils vont se retrouver prisonniers d'autres quartiers. Ensuite, à partir du moment où dans certains endroits d'une métropole se créent des technopoles, les investisseurs vont préférer mettre leur argent dans ces affaires-là que dans d'autres. Et puis la précarité, c'est ce qui montre que la situation est de plus en plus tendue pour certaines personnes. Donc les différences de dynamisme, elles ont une conséquence, c'est l'accroissement des inégalités. Et là, on l'a observé à l'échelle d'une métropole.
Grenoble, mais c'est vrai à toutes les échelles. Si vous ouvrez votre livre, page 151, et qu'on s'intéresse au document 1, eh bien vous avez une illustration nationale, d'une certaine façon, de ce que je suis en train de vous raconter. En fait, c'est une carte sur la répartition des médecins pour 100 000 habitants. On se rend compte que tous les départements ne sont pas à égalité. Et donc, qu'entre la croissance et les inégalités, enfin, la croissance génère des inégalités. Deuxième partie. Petit 2. Gérer les défis socio-économiques du vieillissement. Gérer les défis socio-économiques du vieillissement. Attendez, je suis en train d'écrire un truc en même temps. Voilà, pour pas oublier, c'est fait. On va commencer par une diapositive, la diapositive numéro 6. Cette diapositive, elle revient sur les personnes en situation de perte d'autonomie. C'est le document 2 de la fiche, pour ceux qui ont la fiche sous les yeux. Donc vous l'avez, vous pourrez le garder ce document puisqu'il n'est pas dans le livre et pourtant il est intéressant. On voit qu'il y a une géographie aussi de la perte d'autonomie. Il y a des départements dans lesquels il y a plus de gens en perte d'autonomie que d'autres. Et ça nous donne des informations aussi sur la structure de la population, son âge. Les gens qui sont en perte d'autonomie sont souvent des gens plus âgés que d'autres. Donc, je vous ai mis aussi la diapositive numéro 7. La diapositive numéro 7, elle revient sur quelque chose qu'on a déjà vu, de la population et le vieillissement de la population française. On est ici dans le rappel. Donc, le vieillissement de la population, il s'accompagne d'une nécessité de financement. Financement de quoi ? D'abord, financement des retraites. C'est-à-dire qu'en fait, quand on vieillit, au bout d'un moment, on arrive à l'âge de la retraite, qui est de plus en plus tard, mais on arrive à alors oui, l'idée générale, c'est que pendant longtemps, on l'a avancé, l'âge de la retraite. Et c'est plus le cas depuis bien longtemps. Il recule de plus en plus. Et les manifestations que vous avez pu voir cette année en sont une des conséquences dans la perception qu'ont les gens de ce recul de l'âge de la retraite. Le nombre d'actifs, il est aussi de moins en moins important en France. Et qui paye la retraite des gens qui sont à la retraite ? Eh bien, ce sont les actifs. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait une volonté de réformer le système. Cette réforme-là ou pas, je ne vais pas y revenir. Mais, effectivement, il y a une question de financement des retraites qui se pose avec le vieillissement de la population. Ensuite, il y a la question des structures d'accueil. L'essentiel alors il y a deux options possibles. Soit les gens restent chez eux, et donc il faut des aides à domicile qui viennent aider les gens pour faire leurs toilettes, préparer leurs repas, donc leur permettre d'habiter chez eux, mais de ne plus faire tout ce qu'ils ne peuvent plus accomplir. Et puis il y a pour ceux qui peuvent vraiment pas rester chez eux, parce que ça pose des problèmes de sécurité, ou qui peuvent pas se déplacer, il existe les EHPAD. Les EHPAD, E-H-P-A-D. Alors E comme établissement, le H c'est d'hébergement, D''hébergement, pour les personnes, c'est le P, A c'est âgé et D dépendant. Donc ce sont les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes. Donc le vieillissement de la population, il nécessite des financements. Les EHPAD, ça a un coût. Les retraites, ça a un coût. Alors, j'aime pas trop le mot de coût. Parce qu'en fait, les gens, ils ont apporté quelque chose de leur vivant, puis ils continuent à créer de l'emploi. Les aides à la personne, ce sont des emplois, et il y a beaucoup de gens qui vivent de ces emplois d'aide à la personne. Donc, il faut juste financer cette structure de la population et ce vieillissement de la population. Je préfère parler de financement que de coût, mais évidemment, dans une approche strictement économique, beaucoup sont amenés à parler de coût. Une autre diapositive, la diapositive numéro 8,
nous intéresse maintenant. Et au travers de cette diapositive, on a l'évolution du niveau de vie des retraités. Bon, c'est quoi le problème finalement quand vous regardez ce document? C'est quoi le problème? Essayez de problématiser là. Regardez le document et essayez de vous dire, tiens, qu'est-ce que j'observe? En quoi finalement on s'intéresse à ce document dans notre petit 2 qui est gérer les défis socio-économiques du vieillissement. Bon, on peut faire des observations brutes d'abord de ce document. D'abord, on observe que le niveau de vie des retraités, il diminue. Sous-entendu, les retraités sont de moins en moins riches, dans la totalité. C'est toujours le problème des analyses sociologiques. On pourrait rentrer dans le détail. Évidemment, il y a des retraités qui s'en sortent beaucoup mieux que d'autres. Deuxième chose, eh bien, le problème qui se pose, c'est que le financement, on parlait de financement en amont, les financements, ils ne sont pas à la hauteur des besoins. C'est-à-dire qu'en fait, on a des besoins qui sont de plus en plus hauts et on n'arrive pas à financer à hauteur de ces besoins. Alors, c'est les stratégies de financement qui ne sont pas à la hauteur. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'on ne peut pas faire... Enfin, on estime, le 11, c'est pas moi. Bien sûr, le 11, c'est les politiques qui ont été conduites en France. On estime qu'on ne peut pas demander aux entreprises de payer plus cher pour les retraités ou qu'on ne peut pas demander aux actifs de rogner sur une partie plus importante de leur salaire pour financer tout cela. Et puis géographiquement, parce que nous on est des géographes quand même, on se rend compte de quoi géographiquement? Eh bien géographiquement, il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres par le phénomène. Bon, finissons notre petit 2. Pour équilibrer le système, la France, pendant longtemps, elle a conduit une politique nataliste. Politique nataliste, ça veut dire que pour financer les anciens, il faut qu'il y ait des jeunes. Et pour qu'il y ait des jeunes, il faut inciter les gens à faire des enfants. Et l'un des moyens qu'utilise la France pour que les gens fassent des enfants, conduisent cette politique nataliste, eh bien, c'est de mettre à la disposition des gens qui font des enfants des allocations familiales. C'est-à-dire qu'on s'arrange pour qu'avoir un enfant, ça soit un moindre coût économique. Pour ne pas que les gens se réfléchissent trop en se disant ne voient pas l'enfant en termes de coût par rapport à leur vie. Oui, parce qu'il y a des gens qui calculent comme ça, qui disent non, je vais pas faire d'enfant parce que après ça va me coûter ceci ou ça va me coûter cela. Le stéréotype qu'on a plutôt, c'est le contraire. C'est des gens qui feraient des enfants pour vivre des allocations familiales. Alors oui, il y a peut-être des gens qui ont cette stratégie-là, mais attention, ils vont pas partir en vacances aux Bahamas, parce qu'après, comment vous partez en vacances aux Bahamas quand vous êtes à 8? Vous pouvez pas vous payer les billets d'avion pour 8 personnes, évidemment. Les enfants ont un coût. Alors oui, peut-être, certains vont en profiter pour acheter un téléviseur avec la location de rentrée. Peut-être, oui, c'est vrai, mais bon, c'est pas Versailles. Vous comprenez bien. Enfin, j'espère que vous comprenez bien. Alors, il y a des pays qui ont des politiques natalistes qui vont passer par d'autres stratégies. Ça me fait toujours rire. On avait vu cet exemple-là quand on était étudiant avec je vous en ai déjà parlé, on avait Monsieur Kama qui nous faisait les cours à l'université de Rouen sur la démographie en France, et lui parlait tout le temps d'habitants au kilomètre carré. Voilà, il disait pas carré, il disait toujours carré. Alors nous, à chaque fois qu'il parlait, qu'il nous balançait entre guillemets un chiffre de densité de population, on se regardait tous. Au moment où il disait kilomètre, on se regardait et puis on disait carré. Voilà, dans l'amphi, il y avait une ambiance. C'était, je pense qu'il est plus de ce monde, Monsieur Kama. C'était des cours intéressants. Et donc, Monsieur Kama, il nous avait parlé d'une stratégie qu'avait mis en place le Brésil pendant une époque pour maintenir la politique nataliste. C'était les films érotiques le vendredi soir pour donner des idées aux gens avant qu'ils aillent se coucher. Voilà. Bon, c'est un exemple qui me fait toujours rire, et c'était ici un moment pour moi de continuer à rendre vivant le cours de Monsieur Kama. Bon, on passe à la dernière partie. Petit 3.
les acteurs de la lutte contre les inégalités. Alors des acteurs de la lutte contre les inégalités, il y en a plusieurs. On va se lancer d'abord dans un repère. On va ouvrir nos livres, page 154. Et page 154 de votre livre, vous avez un petit repère, un petit rappel des différents acteurs. Alors, je vous laisse le regarder, le lire. Mettez sur pause, il y en a peut-être pour 1 ou 2 minutes à tout lire. Donc, on a ici, sur ce repère, les acteurs publics. Et les acteurs publics, on les rencontre à toutes les échelles. On a l'État, on a les régions, on a les départements, on a les communes, donc des territoires qui sont définis par l'État. Alors évidemment, l'État définit le territoire de l'État, c'est sûr, mais ensuite on a des subdivisions qui sont définies par l'État, auxquelles s'ajoute, il ne faut pas l'oublier maintenant, un autre acteur territorial qui est important, ce sont les intercommunalités. La spécificité des intercommunalités, c'est que finalement le territoire n'est pas défini par l'État. C'est les communes qui se regroupent entre elles pour former des intercommunalités. Et donc leur géographie n'est pas définie par le haut, elle est définie par le bas d'une certaine façon, par les groupements de communes qui s'opèrent. Mais ce sont des acteurs publics qui luttent contre les inégalités aussi. Et puis il ne faut pas l'oublier, au-dessus de l'État aujourd'hui, il y a aussi l'Union européenne. L'Union européenne, elle mène une politique de lutte contre les inégalités. C'est la politique du FEDER notamment. FEDER, F-E-D-E-R. Et elle passe aussi par un autre outil, le FSE. Le FSE, c'est le Fonds social européen. Alors je ne vous ai pas décliné ce qu'était le FEDER, le Fonds européen de développement à l'économie régionale, parce que ça fait partie des 2 définitions qu'il faut que vous recopiez maintenant dans votre cahier. Première définition à recopier, c'est celle de l'intercommunalité. Vous recopiez cette définition dans votre cahier, et puis une fois que c'est fait, vous pouvez recopier celle du Fonds européen de développement à l'économie régionale. Voilà, donc voilà, vous avez normalement mis sur pause, repris le cours, et vous avez ajouté 2 belles petites définitions en rouge dans votre manuel qui sont à connaître et qui seront très importantes pour les cours de l'année prochaine en première. Donc c'est pas parce que je vais pas vous voir et que je vais pas faire de contrôle surprise pour le coup sur ces mots de vocabulaire qu'il ne faut pas les apprendre. A contrario, ils vous seront utiles l'année prochaine. Dans la voie technologique, comme dans la voie générale. Ça marche? Document 1, page 155. On va repartir encore avec notre manuel, document 1 de la page 155. On a ici un genre de plan qui revient sur la rénovation qui a été réalisée dans un quartier. L'objectif, il y en a un ici, dans ce plan de rénovation, c'est de corriger les inégalités. On ne le fait pas pour rien ce travail ici. On le fait pour rénover le quartier. Et on le fait pour rénover le quartier parce qu'on estime que le quartier il souffre d'un déficit de qualité par rapport au reste de l'environnement urbain, notamment pour des problèmes sociaux. Mais le paradoxe, qui n'est pas dans ce document, mais quand on y réfléchit, donc vous avez noté qu'il y a un objectif aussi dans les politiques qui sont d'entreprise, c'est de corriger les inégalités. Le paradoxe, c'est que ces politiques de développement, elles créent aussi de nouvelles inégalités. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a rénové un quartier qui avait besoin de rénovation plutôt qu'un autre quartier qui a besoin de rénovation, on crée une inégalité entre le quartier qui a été rénové et celui qui n'a pas été rénové. Ça marche ? Tous les territoires ne reçoivent pas la même aide. C'est-à-dire qu'en fait, la lutte contre les inégalités produit d'autres inégalités. C'est, d'une certaine façon, c'est sans fin, mais c'est comme dans votre maison, entre guillemets. Enfin, pour ceux qui sont propriétaires de leur maison, quand vos parents ils décident de refaire une pièce, et d'un coup, cette pièce qui était auparavant la moins en bon état de la maison devient l'une des plus modernes de la maison. Et celle qui auparavant n'était pas la pire devient d'un coup la pire. Vous comprenez ce que je veux dire ici ou pas ?
Finalement, c'est un travail sans fin. Alors, cette politique de développement à l'échelle de la ville, elle est très pensée et elle est très importante, parce qu'il y a quand même des quartiers faut comprendre qu'il y a des endroits où vivre c'est vraiment compliqué. On a des quartiers dans lesquels les gens sont captifs, ne reste que ceux qui ne peuvent pas déménager. Et donc, cette volonté d'améliorer certains quartiers, de lutter contre les inégalités, de lutter contre les problèmes sociaux qu'on a dans certains quartiers, ça a un nom, ça s'appelle la politique de la ville. Et politique de la ville, c'est une définition, c'est la troisième et la dernière que je vous demande de recopier ici dans vos cahiers. Politique de la ville. Bon, on a parlé beaucoup des acteurs publics. Il faut ajouter qu'on a aussi des acteurs privés qui interviennent. Ils n'interviennent pas de façon indépendante. Ils interviennent souvent en collaboration avec l'État. On appelle ça le partenariat public-privé. Le PPP. Quand on vous parle du PPP, c'est le partenariat public-privé. Bon, les acteurs privés, ils interviennent aussi parfois individuellement. Pas forcément pour lutter contre les inégalités, mais parce qu'il y a de l'argent à gagner aussi, quoi. S'ils se rendent compte qu'il y a des gens qui cherchent un logement et qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils vont parfois se lancer dans des opérations immobilières pour ce public-là. Même si évidemment, quand vous êtes un promoteur, vous cherchez à louer à des gens qui ont de l'argent plutôt qu'à des gens qui n'ont pas d'argent. C'est pour ça que ce sont souvent des bailleurs sociaux, comme on dit, qui vont créer des logements pour les gens qui ont peu d'argent et qui le font en collaboration avec l'État dans un partenariat public-privé. Voilà, c'est quasiment tout. C'est quasiment tout parce que cette troisième partie, finalement, elle s'accompagne de repères. De repères qui sont à connaître par cœur. Connaître quoi ? Dans le thème 2, les repères à connaître par cœur, ce sont d'abord les 10 États les plus peuplés au monde. Donc vous devez les connaître. Vous les trouverez sur Wikipédia, je vous fais confiance, avec des données qui sont fiables là pour le coup, puisque Wikipédia va reprendre des données de l'Organisation des Nations Unies ou de la Banque mondiale ou d'autres organismes internationaux. Donc regardez bien l'année quand même. Mais vous allez les retrouver, ces 10 États les plus peuplés au monde. Je vous demande aussi de connaître par cœur les 3 pôles de puissance mondiaux. L'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie orientale. S'il faut connaître les 3 grands pôles de puissance mondiaux, il faut aussi connaître 3 grands pays émergents. Et ces 3 grands pays émergents qu'on vous demande de connaître avec le programme, c'est la Chine, l'Inde et la Russie. Il faut être capable de les localiser sur une carte. Et puis, il faut aussi connaître 3 pays moins avancés. La liste des pays les moins avancés, c'est la liste des Nations Unies qui va vous permettre de la connaître, de la CNUSED, CNUCED. Donc en cherchant, vous allez la retrouver. Donc, dans le cahier de texte, dans le cahier de texte électronique, vous avez les diapositives et vous avez aussi 2 fonds de carte. Il y a un fond de carte mondial et il y a un fond de carte sur la France. Et donc le fond de carte mondial, vous allez répertorier dessus ce que je viens de vous lister. Les 10 États les plus peuplés au monde, les 3 pôles de puissance mondiaux, Amérique du Nord, Europe, Asie orientale, 3 grands pays émergents, la Chine, l'Inde, la Russie, et 3 PMA, vous choisissez celui que vous voulez. Vous avez qu'à prendre Madagascar, hop, ça en fait un qui est facile à localiser par exemple, et à se rappeler. Et oui, j'ai un cahier des charges, vous le savez bien, je dois dire le mot Madagascar à chacun de mes cours, c'est un de mes défis. Bon, il y a des cours d'histoire où je pense que je n'ai pas réussi à le faire. Mais en géo, c'est parfois un petit peu plus facile. Et donc, sur le fond de carte de la France, eh bien, vous allez d'abord noter, cartographier les espaces de forte densité et de faible densité. Et là, la source, on va pas aller loin, vous allez la trouver dans votre livre, page 146. Donc page 146, vous avez plusieurs espaces en regard la densité. Les 2 seuls que je vous demande de savoir ici, ce sont les espaces de forte densité et de faible densité. Il faut savoir
où est-ce que la France est densément peuplée et où est-ce qu'elle est moins densément, faiblement peuplée. Ça marche? Ensuite, il faut connaître les 10 premières aires urbaines. Et pour connaître les 10 premières aires urbaines, du moins savoir où est-ce qu'elles sont localisées, les aires urbaines, vous pouvez voir votre livre page 145. Moi, je vous donne la liste des 10 premières aires urbaines. Vous aurez juste donc à la relocaliser sur votre fond de carte. Il y a Paris, il y a Lyon, Marseille, Aix-en-Provence, Toulouse, Bordeaux, Lille, Nice, Nantes, Strasbourg et Rennes. Bon, c'est que des clubs qui jouent en première division de football, comme par hasard. Dans les grandes villes, dans les grandes aires urbaines, on a des grands clubs de foot. Et pas seulement, mais vous voyez que finalement, ça aide quand même. Bon, c'était une petite digression ici par rapport au reste du cours. Voilà, on en a fini avec ce chapitre de géographie. Ça veut dire que lundi prochain, vous n'oubliez pas de ramener votre manuel d'histoire. Voilà, ça c'était pour la petite blague gratuite qui sert à rien, mais qui nous rappelle à tous que finalement c'est bien mieux de faire cours dans une salle de classe qu'ici, mais faire cours avec des masques. Et à la prochaine rentrée, je ne sais pas comment nous allons faire. Nous allons devoir nous habituer à travailler différemment. Donc la prochaine fois, j'en saurai plus sur les procédures d'orientation. Il y a des questions qui m'ont été posées individuellement. Donc pour les cas individuels, je ne vais pas revenir en collectif. J'ai envoyé un mail, j'attends la réponse du mail et puis quand j'ai la réponse, je vous la transmets. Et puis dès que j'en sais plus collectivement sur les modalités d'orientation, le conseil de classe, les fiches d'orientation AFLnet, etc., je vous rapporte tout cela. Voilà, bon courage à toutes et à tous, à bientôt, au revoir.